Bon, on a eu un bon week-end de spectacle avec le format sprint et c'est surtout dû à la pluie quand même. Mais comme d'habitude, on a eu notre dose avec le Red Bull Ring, du dépassement, un peu d'accrochage et surtout des track limits. Voilà, là enfin on a touché le fond avec ce sujet, on peut pas aller plus bas. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1 avec un décor un petit peu bizarre parce que le studio est en travaux. Et oui, je sais, avec la luxation de l'épaule, j'ai pas fait le Canada parce qu'on était à Dijon, machin, enfin bon, bref. On se rattrape avec l'Autriche, il n'y aura pas trop au Canada, hein, c'est le seul que je ferai pas cette année. Et puis voilà, bref, c'est parti. Alors après avoir encore eu des problèmes de communication, de stratégie et de prise de décision en qualification au Canada, du coup, ça va mieux pour Charles Leclerc et surtout pour Ferrari. Deuxième podium pour Charles Leclerc cette saison, c'est encourageant. Gros rythme en qualification le vendredi, format sprint. P2, P3 pour Leclerc et Sainz. Leclerc échoue à quelques centièmes à peine de l'intouchable Verstappen. Ça fait plaisir à voir que ça a bien progressé, même que Verstappen Red Bull, voilà. Alors Ferrari a apporté des améliorations, nouvel aileron avant et nouveau fond plat, si je dis pas de bêtises, rien que ça a beaucoup travaillé en essai libre, tellement que voir les Ferrari P17, P18 à un certain point faisait déjà retomber les tifosi en dépression, mais heureusement, ils ont fait des relais qualifs qui ont redonné un petit peu d'espoir. Espoir qui s'est donc transformé le dimanche, alors que ça a été très compliqué le samedi avec le format sprint, dans des conditions qui étaient plus fraîches, qui étaient plus changeantes aussi. Donc a priori, la Ferrari, elle marche bien avec un peu de chaleur, peut-être pas trop de chaleur non plus, mais en conditions plus fraîches et un petit peu changeantes, ça va avoir peut-être un peu plus de mal. Bref, là en tout cas, ils étaient dans la très bonne fenêtre d'optimisation pour exploiter la voiture. Dimanche, le rythme de Sainz était hyper impressionnant, même si on peut lui attribuer le DRS qui le blottissait dans la boîte de vitesse de Leclerc sur le premier stint. Visuellement, ça se voyait quand même que Charles galérait un petit peu plus sur ce premier relais, pas mal de glissades, pas mal de petites erreurs, là où Sainz était vraiment beaucoup plus propre, peut-être moins la limite, je sais pas. Alors inverser les positions n'aurait peut-être pas changé grand chose, je me dis, dans la course globale de Ferrari. Sainz aurait peut-être creusé un écart de 4-5 secondes, très grand max sur la fin du premier relais, je me dis. Alors oui, derrière ça change la physionomie des deux courses, hein, on ouvre le champ des possibles, mais bon, on va pas refaire le monde. Le but dans leur manœuvre, c'était surtout de se détacher du paquet de derrière et de voir ensuite ce qui allait se passer. Pour une fois, ils ont pris la bonne décision, ils ont pris le bon benchmark. Le benchmark, c'est pas Verstappen qui s'envole, c'est ceux qui sont à leur trousse. Et là, ils ont fait la stratégie correctement. Alors bon, la VSC les a eus, puisque ils ont passé la ligne des stands juste avant qu'elle ne se déclenche. Double stack le tour d'après qui était trop lent, où le feu repasse au vert au même moment. Bref, ils perdent de gros, surtout Sainz, qui lui aurait voulu continuer un peu plus avec les pneus médiums, il en avait un petit peu sous le pied. Alors j'avoue que j'ai toujours tendance à me dire que pas mettre les œufs dans le même panier, c'est plutôt une bonne idée. J'aurais arrêté Charles parce que les pneus commençaient vraiment à prendre un petit peu trop cher, et j'aurais laissé Sainz dehors pour allonger un petit peu plus. Pas forcément se calquer sur Verstappen, mais essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec lui, parce que il avait encore du rythme sous le pied, comme je vous l'ai dit, donc c'est un petit peu dommage, mais après, je pense pas que c'est une erreur d'arrêter les deux voitures. Et alors, quand on voit comment Sainz est remonté et sa bataille avec Perez, je me dis qu'il y avait probablement mieux à jouer pour l'Espagnol que une P4 hier, P5 techniquement. Donc oui, Ferrari n'a pas fait d'erreur stratégique, a plutôt bien joué son coup dans l'ensemble. La voiture, elle était vraiment rapide, que ce soit en qualif ou en course. Leclerc a mis la volée aux autres, aux poursuivants. Alors oui, il s'est pris une volée par Verstappen, ça c'est sûr, mais en vrai, on va dire que ça compte pas. En revanche, ils auraient pu un petit peu mieux optimiser la course de Sainz. Il y a probablement, je dirais, un P2, P3 dans le meilleur des cas, dans le meilleur des scénarios, qui aurait pu se faire avec un Sergio Pérez qui était peut-être un petit peu trop loin pour revenir et aller chercher la P3. Je sais pas, mais globalement, ils ont vraiment maximisé le truc. Alors Ferrari reviennent quand même à un petit peu plus de 20 points de Mercedes et Aston Martin au championnat. Ils ont bien maximisé leur week-end par rapport à des Mercedes qui étaient pas trop mal, mais un petit peu en cata à certains moments, et des Aston qui étaient somme toute assez absentes pour le coup, un peu comme à Barcelone, à confirmer dans les Grands Prix qui viennent pour Ferrari, mais en tout cas ça fait plaisir de les voir revenir. Bon alors je sais pas si c'est parce que Norris et McLaren ont récemment bien performé sur ce circuit, parce que ça fait plusieurs années que McLaren et l'Autriche c'est quand même plutôt pas mal, mais j'avais un bon feeling en début de week-end pour eux, et du coup ouais, super week-end et super course pour le Britannique
ça fait plaisir. Bon, alors il y avait des nouveaux pontons chez McLaren ainsi qu'un nouveau fond plat aussi, que pour Norris, pour le coup, à tester sur la seule FP1 du vendredi pour comparer avec l'ancienne voiture de Oscar Piastri. Et on peut dire que pour l'instant, ça a bien porté ses fruits. Alors P4 en qualif pour le Grand Prix du dimanche, P3 dans des conditions changeantes au sprint shootout. Mauvais départ en sprint, bon c'est un peu dommage, il se fait un peu bully comme un gamin. P9 mais quand même, voilà, ça a bien roulé, surtout avec une piste qui était séchante. Et dimanche, en bataille avec la Mercedes d'Hamilton devant les Alpine et les Aston Martin, eh ben mon vieux, ça revient de loin pour McLaren. Alors avec les track limits, il se retrouve P4 à la fin de la course, 12 points dans la besace, revenu à 18 points d'Alpine et 18 points devant As. Ça y est, chez McLaren, on se détache un petit peu plus de ce dernier groupe, on va dire. Toujours un petit peu doucement, mais ça le fait. Il y a encore du boulot, mais là, on a tout maximisé sur le week-end. Alors bon, la McLaren avait pas mal de dégradations sur les pneus. Il était, Lando Norris, finalement un petit peu en bataille avec Alonso sur les fins de relais parce que l'Aston Martin, elle est très forte sur la dégradation. Ils arrivent à faire des trucs assez incroyables. Donc il y avait aussi pas mal de gestion à faire pour le pilote britannique. Alors surtout qu'avec la Virtual Safety Car, c'est parti sur une stratégie médium hard pour Norris contre hard médium pour Alonso, donc c'était pas gagné, mais le rythme était là malgré pas mal de vent qui changeait d'ailleurs beaucoup, donc ça rendait le comportement de la voiture un petit peu moins prédictible pour absolument tout le monde. Je pense notamment aux Williams qui... c'était un peu compliqué, bref, chapeau pour Lando Norris. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il va falloir confirmer sur les prochaines courses que les améliorations qu'ils ont apportées fonctionnent bien. La voiture ressemble de plus en plus à une sorte d'hybride entre la Red Bull et l'Aston Martin, parce que là, on a des pontons vraiment typés Aston Martin / Alpine, etc. Et ce n'est qu'une partie des améliorations qu'on a vues ce week-end, donc normalement, ça va encore prendre de la performance dans les prochains Grands Prix. Attention Alpine. Troisième réaction, bon, un petit peu obligé de parler de Sergio Pérez quand même, parce que ça fait plusieurs week-ends qu'il est obligé de remonter et qu'il merde en qualif tout simplement. Hülkenberg a fait plus de Q3 que Pérez cette année, c'est vous dire. Et puis alors chapeau Hülkenberg parce que à un moment donné c'était P2 de la sprint, quand même. Alors il y a quelques Grands Prix, on disait que Pérez était le seul rival de Verstappen à pouvoir tenter de nous donner un semblant de combat pour le titre. Alors c'était factuellement vrai. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois, il fallait bien plus que ça à Pérez pour être en posture déjà d'avoir une chance peut-être de jouer quelque chose contre Verstappen. Et puis alors derrière, il fallait aussi s'occuper de battre Verstappen, ce qui n'était pas donné. Et puis alors là, on l'a vu en sprint. Donc du coup, tout commence avec la sprint où les deux s'élancent en première ligne. Avantage Pérez en sortie de virage 1 qui sert logiquement à droite pour fermer la ligne intérieure pour le prochain virage. Mais au même moment, Verstappen se porte à hauteur avec une très bonne sortie et se fait pousser dans l'herbe. Effectivement, le Mexicain le voit trop tard dans son rétroviseur, Verstappen plonge alors au T3 pour reprendre la P1, arrive vraiment en catastrophe, on va être honnête. Le moteur menace même un petit peu de caler, on sent que ça broute un petit peu. Il prend quand même le virage tout juste, mais Pérez, s'il veut pas trop perdre dans l'histoire, il doit prendre l'échappatoire pour toujours avoir une bonne relance, sinon il y a tout le monde qui passe derrière. Virage 4, rebelote, cette fois Verstappen met du temps à braquer, veut privilégier la ligne de course, pluie donc hors trajectoire pour avoir plus de grip et pousse Pérez à devoir vraiment ralentir pour ne pas se retrouver dans l'herbe puis le gravier. Alors cette dernière manœuvre, c'est vraiment très roublard de sa part, ça peut rappeler des Schumacher, plus récemment des Hamilton lorsqu'il roulait contre Nico Rosberg. Autant au virage 3, tirer tout droit, c'était pas forcément ce que Verstappen voulait, du moins pas à ce point-là. Autant au virage 4, sa manœuvre, elle est totalement délibérée, rien de préjudiciable, c'est juste très agressif. Peut-être un petit poil humiliant d'un certain point de vue, en mode vas-y c'est bien, bon toutou, maintenant tu restes tranquillement à l'extérieur et puis je vais laisser passer Nico Hülkenberg derrière quoi. Bref, le dimanche c'est une autre histoire, mais par contre on nous sert la même soupe que les autres fois. Pérez part, peu importe ce qui va se passer comme événement de course, le but c'est de sauter tout le monde s'il y a une virtual safety car, etc. quoi qu'il arrive, même s'il est en médium, aucune raison de s'arrêter. La voiture, elle est clairement plus rapide hors trafic, ce qui est normal, évidemment. Il va donc allonger ou du moins rester sur sa stratégie et après, il sera décalé avec tout le monde pour pouvoir avoir un différentiel de performance dans les pneus. On a déjà vu ça sur plusieurs Grands Prix cette année.
Et si ça recommence dans plusieurs Grands Prix, ce sera toujours le même discours, donc bon, bah voilà, bravo. Alors mine de rien, quand même, dans cette course, il va un petit peu buter contre un certain Carlos Sainz en fin de course. Alors là, on peut ouvrir les débats. Est-ce que c'est la Ferrari qui a fait des progrès ou la Red Bull qui stagne un peu? Je pense sincèrement qu'il y a un petit peu des deux, parce qu'en fait, on se rend pas bien compte spécialement de l'avance de Red Bull, à quel point elle diminue ou pas par rapport aux autres, et puis savoir si Ferrari a vraiment fait un énorme gap en avant par rapport à Mercedes, Aston Martin, oui, mais par rapport à Red Bull, on sait pas. Bref, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Alors sur la bataille en elle-même, Sainz revient à chaque fois sur la trajectoire, comme c'est autorisé dans le règlement, après avoir défendu sa position à l'intérieur. Et en fait, quand Perez va se retrouver à hauteur de Sainz, justement, il va rester milieu de piste pour empêcher Sainz de s'ouvrir bien son virage, comme il le fait d'habitude, pour pouvoir le prendre avec un peu plus de vitesse. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a un coup de roue, soit de la part de Sainz, soit de la part de Perez, on s'en fiche, alors que non, en fait, c'est juste Sainz qui est surpris de voir Perez bloqué pour le contraindre à mal prendre son virage. C'est intelligent de la part de Perez, un petit peu naïf, surtout sur la deuxième fois pour Carlos Sainz. Rien de grave, par contre, très belle bataille. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Ça s'est joué aussi sur les freins en arrivant en haut du virage 3 pour qui allait avoir le DRS, etc. Bref, c'était plutôt cool. Bon alors, bon toutou à nouveau quand Verstappen s'arrête, met des softs, fait des vagues pour chauffer les pneus devant Leclerc pour reprendre le meilleur tour à Perez en fin de course. Bon, intéressez-vous à Mercedes, Aston Martin, Ferrari et aux autres, les potes, parce que devant c'est plié et depuis le début. Quatrième réaction, rapidement, je reviens sur le format du week-end, encore une fois, le format sprint. Alors, on devait avoir l'imposition des composés de pneus pour la qualif normalement le vendredi, c'est-à-dire hard, medium et soft, Q1, Q2, Q3. Et vu la pluie, finalement, non. Et on devait aussi avoir l'imposition des softs, je crois, pour la sprint race du samedi. Et là aussi, du coup, non, puisque il a plu. J'ai toujours autant de mal avec ce format, si ce n'est que d'avoir un samedi dédié et moins contraignant, je trouve, que par rapport à ce que on a testé en 2021 et 2022. Une séance d'essai libre, encore une fois, c'est trop peu. On est dans le flou en fait, et du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y en a qui trouvent ça génial, moi je trouve ça vraiment chiant parce que du coup, on sait vraiment pas du tout qui est en force, etc. Et c'est un peu le relou. Donc, en fait, à part si tu as vraiment bien suivi les essais libres, les longs relais, machin, les chronos et tout, tu sais vite fait ce que ça pourrait donner, mais autrement, si tu débarques, en fait, tant pis, tu vas avoir une course et dans des positions et tu sais pas qui va être un peu plus rapide ou qui peut avoir un meilleur rythme, etc. En fait, c'est le bordel et c'est dommage. Alors, la pluie a tout perturbé, donc ne nous méprenons pas encore une fois sur ce format. Ça ne veut pas dire que le format fonctionne bien pour autant. En revanche, l'idée d'imposer les softs pour la sprint race, c'est un grand oui. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ça permettrait peut-être de créer une sorte de situation à la Bahreïn pour la F2 comme on l'a connu plusieurs fois. Je reprends un exemple tout simplement en 2017 en course sprint en F2 où on n'a pas d'arrêt obligatoire à faire. Charles Leclerc avait pris le pari de faire un arrêt au stand et de remonter avec les pneus plus frais pour justement prendre la victoire. Et ses adversaires ont été obligés de, quelque part stratégiquement parlant, de parier sur le fait que Leclerc ne réussirait pas à remonter autant. Bon, vous connaissez probablement la suite de l'histoire. Au final, c'est un petit peu ce que l'on a eu avec la piste séchante à la fin de la sprint race. Donc, voir ce que ça donne en conditions normales, ça pourrait être hyper intéressant. Les softs en sprint, je pense que ça peut être une bonne idée, surtout de donner en fait deux stratégies différentes où on ne sait pas laquelle va marcher jusqu'à la fin. Et on est en tout cas sur la bonne voie de ce côté-là. Donc, faire partir tout le monde en soft et dire peut-être qu'un train de soft, ça vous suffira pas et peut-être que du coup, mettre des softs, s'arrêter pour mettre des softs et tartiner à la fin, ça peut être giga intéressant, je pense. Cinquième et dernière réaction, allez, on remet encore une fois le sujet sur la table. C'était évident que ça allait mal se passer, que la catégorie reine du sport auto allait passer une fois de plus pour des clowns. On va parler des track limits, des limites de piste. Alors, on va commencer par le toupet de la FIA, document 75, une fois qu'ils ont fini d'infliger un nombre de pénalités record probablement pour les limites de piste, et encore je suis persuadé qu'ils en ont oublié certaines, les stewards recommandent très fermement de trouver une solution pour les limites de piste sur ce circuit. Merci Sherlock, bravo. Je le rappelle, le directeur de course, qui est donc un membre de la FIA, a déclaré dans son document du week-end, comme à chaque fois, que les limites de piste sont définies en accord avec le règlement, c'est-à-dire
les fameuses lignes blanches. Alors c'est pas la première fois qu'on a un shit show au Red Bull Ring sur les limites de piste, et encore une fois, on n'a rien fait en amont pour que ça se passe mieux cette année. Bravo les clowns. Bon alors, plusieurs choses. Déjà, un pilote qui roule à 250 le cul par terre, il voit pas où il met les roues. Il le sent, mais il ne le voit pas spécialement. Quand il regarde devant ou sur les côtés, il voit par terre, mais à des dizaines de mètres de la voiture, si c'est pas des centaines parfois. Ensuite, on avait pas mal de vent sur le circuit, qui changeait d'ailleurs, et forcément, ça rend l'équilibre de la voiture un petit peu plus touchy à prédire, et donc, plus difficile de respecter les lignes blanches du circuit. Ça pouvait te pousser un petit peu en dehors. 3. Les parties en asphalte bleu sont donc pour la moto. C'est une bande obligatoire imposée par la Fédération internationale de la moto au circuit pour qu'il puisse accueillir le MotoGP. Pas de souci, ça empêche que ces bandes sont assez larges pour faire en sorte qu'une F1 dépasse des 4 roues de la ligne blanche et ne touche pas l'herbe ou le gravier qui pourrait donc du coup la ralentir. Bien qu'on ait un règlement très clair sur les limites de piste, contrairement à d'autres sports comme, je sais pas, le foot ou le rugby, le terrain change à chaque course. Chaque circuit est unique et a ses propres caractéristiques, et donc adapter le règlement pour permettre d'avoir quelque chose de sensé sous les yeux, ça me paraît être simplement du bon sens. Mais bon, la procédure, c'est une passion pour certains, notamment à la FIA. La règle, c'est la règle, carré, machin truc. La FIA s'est donc pris en otage elle-même. Elle n'a absolument ni les moyens techniques, ni les moyens humains pour surveiller 20 fous furieux qui donnent tout pendant 1h30. On est sur l'un des sports les plus technologiques qui brasse des milliards. On est en 2023 et on n'est toujours pas foutu de savoir qui respecte des lignes ou non. On passe absolument pour des énormes glands. Alors, lorsque Charlie Whiting officiait en tant que directeur de course il y a quelques années, très souvent les règles étaient adaptées, voire probablement un petit peu trop souvent. Certains pourraient même lui reprocher un certain laxisme. On est plutôt d'accord là-dessus, mais globalement, il regardait le règlement, il regardait la piste, il regardait ce que les pilotes disaient et il réfléchissait en se disant est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça fait pas sens. Là, j'ai l'impression qu'à la FIA, le cerveau, on l'a posé sur le côté, on fait juste lire des lignes sur un règlement. Alors maintenant, c'est l'inverse, la règle, c'est la règle, même si elle va à l'encontre du bon sens. Alors, en solution, qu'est-ce que l'on peut trouver? Parce que bon, c'est bien de critiquer, mais il faudrait peut-être trouver deux solutions. Il y a deux moyens très simples pour tout le monde et absolument tous les circuits. On a la fameuse bande d'herbe qui empêche la monoplace de sortir 4 roues en dehors de la ligne blanche. Admettons que la ligne blanche est bien notre limite de piste. Ou alors comme au Red Bull Ring, on se dit que les limites de piste sont naturelles entre guillemets, donc l'herbe, le gravier, et puis si on dépasse un peu la ligne blanche, c'est pas grave. Mais globalement, gravier, herbe, ça va te ralentir, donc c'est une limite naturelle, on n'a même pas besoin de regarder ce qui se passe. Ou alors, et ça vaut aussi pour le virage 9 et 10 en Autriche, on met des capteurs, comme la F1 avait testé il y a, je crois, 10 ans, il me semble, au virage 4 en Hongrie, si je dis pas de bêtises. Le capteur fait foi, on le place parfaitement pour que l'on soit sûr que la voiture ait 4 roues en dehors de la ligne blanche. Et terminé, bonsoir. Bon alors après du coup, les mecs à la FIA vont plus rien faire du coup puisqu'il n'y a plus de track limit à regarder. On a donc un autre problème, c'est comment on justifie leur présence et leur salaire. Je suis salaud mais bon. Mais ça pour le coup, je suis sûr qu'on a probablement un petit peu de boulot à leur donner pour autre chose de plus intéressant et de plus important. Bon, je vous laisse avec un petit bonus. Bravo à Victor Martins pour la pole et un podium ce week-end. Et à Clément Novala qui s'était hissé sur le podium avant de se faire éjecter pour une disqualification tout simplement. Ce qui a profité à un autre Français, Isaac Hadjar, donc bravo. Alors ce week-end a aussi été tragiquement marqué par l'accident fatal qui est survenu en Frecka à Spa-Francorchamps de Dilano Van 't Hoff sur la ligne droite Kemmel, juste après le petit virage, dans un carambolage sous la pluie avec peu de visibilité. Malheureusement, voilà, le pilote a perdu sa vie. Autre accident hyper impressionnant, celui de Simon Pagenaud à Mid-Ohio, où le Français s'en sort absolument sans rien après une sortie de piste à je sais pas combien. Il avait plus de frein et puis il est parti en plusieurs tonneaux, c'était assez impressionnant. Bref, je vous rappelle encore une fois que le sport auto c'est dangereux, que ce soit pour les pilotes ou les spectateurs. Faites toujours attention à vous. Là, on en parle parce que c'est médiatisé, mais des pilotes perdent aussi leur vie à travers le monde sur plein de circuits différents sans qu'on le sache forcément. C'est beaucoup plus fréquent que ce que l'on pense. Donc encore une fois, faites attention sur un circuit, surtout si vous êtes spectateur, ça arrive très très vite. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix de Grande-Bretagne. D'ici là, un petit vlog jeudi soir et puis un stream le vendredi midi pour parler de Formule 1 et réagir à la séance de Free Practice 1 à Silverstone. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.